à tous, nous allons donc commencer. Bienvenue à cette webconférence L'avenir des territoires ruraux est-il social et solidaire? Alors, pour animer ce webinaire, donc Bérangère Davio, donc moi-même chargée de mission à la VISE, ainsi que Floriane, qui interviendra un petit peu à la suite. Alors, au programme de cette webconférence aujourd'hui, 4 objectifs. Le premier, découvrir l'économie sociale et solidaire et ses caractéristiques spécifiques en milieu rural. S'inspirer à travers des exemples de projets concrets et notamment des projets qu'on a sélectionnés qui répondent à des enjeux particuliers au regard de la situation et des crises que nous vivons actuellement. Comprendre la place des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les territoires et agir avec des leviers d'action qui ont pu être tirés de différentes études menées par la VISE et le RTES. Pour introduire un mot sur les organisateurs de cette webconférence. Premièrement, donc la VISE, qui est une agence d'ingénierie pour développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. La VISE accompagne les porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire et contribue à structurer des écosystèmes favorables à leur développement en accompagnant, donc en créant des outils pour les porteurs de projets, en animant des communautés d'acteurs et d'accompagnateurs et en montant des programmes d'accompagnement spécifiques. Il y a également le RTES. Anne-Laure, je te laisse en dire un mot. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Anne-Laure Federici du RTES. Donc le RTES, c'est un réseau de collectivités locales qui a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant, qui rassemble 135 collectivités de tous échelons, régions, départements, villes, intercommunalités, surtout des collectivités des villes à l'origine, mais aujourd'hui avec une attention et des adhérents aussi dans les territoires ruraux. Vous avez donc à droite la carte des adhérents et les objectifs du réseau du RTES, c'est à la fois d'accompagner les collectivités locales dans leur politique de soutien à l'économie sociale et solidaire, et puis c'est en même temps de travailler au renforcement de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques au niveau local, national et européen. Merci Anne-Laure. Et donc, pour introduire cette webconférence, je vais laisser la parole à Lucie Gras, déléguée générale de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, pour nous parler à la fois de la pertinence de l'économie sociale et solidaire, notamment, et qui plus est renforcée au regard du contexte actuel, et avec un ancrage dans les territoires ruraux. Lucie, je te laisse la parole. Entendu. Merci beaucoup Bérangère. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci beaucoup à la VISE et au RTES de nous avoir associés à ce webinaire et plus largement à l'ensemble de ce programme Tresson. Alors je suis particulièrement ravie de participer à ce webinaire parce que ce sujet est non seulement très intéressant mais particulièrement encore plus en ces temps où nous devons construire le monde et notre société de demain. Alors, en effet, je suis Lucie Gras, je suis déléguée générale de ESS France. ESS France, c'est l'organisation qui fédère les grands mouvements de l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les coopératives, les fondations, les fonds de notation, les mutuelles de santé, donc qui assurent les personnes, les mutuelles d'assurance des biens, et puis les entreprises commerciales de l'économie sociale et solidaire. Alors, ESS France représente donc 165 000 entreprises de l'ESS, c'est 220 000 établissements sur l'ensemble du territoire et c'est 2,4 millions de salariés. Et si vous n'avez qu'un seul chiffre à retenir, retenez que l'économie sociale et solidaire, c'est entre 10 et 14% de l'emploi. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs que dans les territoires ruraux, c'est davantage que ça. Alors, ces entreprises se retrouvent sous le vocabulaire d'économie sociale et solidaire car elles partagent les mêmes valeurs. Alors, tout d'abord, une finalité, une raison d'être exclusivement tournée vers l'intérêt général ou l'intérêt collectif. Une gouvernance démocratique qui est basée sur une personne égale, une voix, et donc non pas en fonction du capital apporté. C'est aussi une lucrativité limitée, enfin une libre adhésion, et puis plus que tout, un lien fort avec son territoire. Son ancrage territorial, on le verra aussi en détail tout à l'heure, est vraiment très très fort. Alors, l'ESS représente 14% des emplois des territoires ruraux et 18% de l'emploi privé. Donc, son implantation est particulièrement plus forte dans les territoires ruraux. Et en plus, ces emplois sont non délocalisables.
Et puis, alors, quand on regarde un peu plus les secteurs d'activité, en particulier l'agriculture, l'enseignement, le médico-social, alors je pense aux EHPAD, à l'aide à domicile, c'est flagrant que l'économie sociale et solidaire contribue très fortement aux activités fondamentales. Et elles sont particulièrement en ce moment en première ligne dans cette crise que nous traversons. Alors, c'est une autre valeur, ou plutôt, je veux dire, une façon d'agir qui repose sur la coopération. C'est une des caractéristiques, enfin, c'est même son histoire, je vais dire. Donc, la coopération, le mutualisme, l'associationnisme. Et puis, l'ESS est aussi et avant tout un engagement sociétal. C'est s'associer librement et à égalité pour mener à bien son projet. C'est démocratiser l'accès à la connaissance, à des biens et à des services. C'est l'expression d'une dynamique collective de personnes engagées dans la réalisation d'un objet social commun. Alors, l'ESS est en prise directe avec la manifestation ou les manifestations des populations qui expriment leur envie de reprendre en main leur avenir, leur réponse à leurs propres besoins, et c'est donc la réappropriation de son économie, c'est ce qu'on appelle le fameux consommateur ou producteur un peu autrement. Bref, c'est une façon de faire du lien entre les femmes et les hommes, entre les générations, et puis entre les territoires. Et puis, c'est aussi une façon de prévenir. Alors, je trouve qu'on oublie beaucoup et beaucoup trop souvent ce vocabulaire-là de la prévention. Et on a un vocabulaire très franco-français de la prévention, mais il me semble que c'est un des fondamentaux de l'économie sociale et solidaire. Alors, en conclusion, je ne vais pas être très longue, hein, je dirais qu'on voit bien que quand on parle de ruralité, on met le doigt sur les questions qui sont au cœur de la crise que nous traversons et que l'ESS y joue un rôle primordial. Alors, je disais tout à l'heure dans l'alimentation, mais dans l'accès aux soins, etc. L'ESS est au cœur de la création de dynamiques collectives de transition des territoires. Et puis, nous plaidons chaque jour, mais particulièrement en ce moment, pour que l'ESS soit au cœur, ou plutôt que l'ESS soit le cœur d'un New Deal de la transition. Voici ce que je voulais vous dire en introduction. J'aurai l'occasion de peut-être de rediscuter avec vous. Vous pourrez me poser des questions. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Lucie. Alors, à la suite, effectivement, l'objectif de ce webinaire, comme on l'a dit, c'est bien de présenter donc les travaux qui ont été réalisés puisque un projet est mené par l'AVIS et le RTS qui ont été présentés précédemment. Le projet Tresson qui est conduit de 2018 à 2020. Et donc, à mi-chemin, à mi-parcours de ce projet, nous avons décidé d'organiser ce webinaire pour vous en présenter les résultats intermédiaires, mais également puisqu'il nous a semblé important, effectivement, de porter la voix de l'utilité des organisations d'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, à l'heure où aujourd'hui nous réfléchissons tous à ce que nous voulons pour demain et pour la suite. Alors, pour vous présenter rapidement le projet Tresson, c'est un projet multipartenarial qui est conduit avec un collège d'une quinzaine de structures partenaires et qui s'appuie sur l'expertise de l'ensemble de ces structures. Alors, au sein des structures partenaires, on a à la fois des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, c'est le cas de celles de Bretagne, d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Grand Est, les réseaux ruraux régionaux de ces trois régions également, des collectivités locales, le département de Meurthe-et-Moselle, le département d'Ille-et-Vilaine, la région Grand Est, et puis également le réseau ANPP, donc qui rassemble les pôles territoriaux et les pays, et la Fédération des parcs naturels régionaux de France, la Fédération nationale des CUMA et les familles rurales, et également des partenaires financeurs, l'Agence nationale de cohésion des territoires, la Banque des territoires, le réseau rural français national, et puis le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation via le Fonds européen agricole pour le développement rural notamment. Alors le programme Tresson, il se décline en 4 axes. Le premier, analyser. Il s'agissait d'étudier la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, pour en définir notamment ses caractéristiques, son poids, sa répartition en termes de secteur d'activité, mais également la manière dont il s'incarne et dont il s'ancre dans les dynamiques de développement des territoires. Un volet de capitalisation, l'idée de promouvoir les initiatives réussies, d'outiller les réseaux et les acteurs qui accompagnent l'économie sociale et solidaire, et notamment avec un certain nombre d'outils pédagogiques qui vous seront présentés ultérieurement.
La valorisation, puisqu'il s'agit de contribuer au niveau national à une meilleure prise en compte de l'économie sociale et solidaire rurale, que ce soit dans les programmes de développement de l'économie sociale et solidaire en général, mais que ce soit également dans les programmes de développement rural. Cette valorisation, elle passe par des séminaires de valorisation dans les territoires, une newsletter, un certain nombre d'articles de mise en avant et tout type d'outils qui pourra y contribuer. Et puis un volet sur l'accompagnement, avec la conviction que accompagner aujourd'hui les dynamiques d'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux nécessite forcément une convergence d'énergie, une convergence d'expertise et une convergence de moyens. Et donc, le projet Tresson vise à mieux articuler un certain nombre d'acteurs agissant pour soutenir ces projets. Et donc, notamment à travers l'animation de communautés d'accompagnateurs, ce qu'on vous présentera également à la suite. Je laisse donc la parole à ma collègue Floriane pour vous présenter les caractéristiques de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux. Oui, bonjour à tous. Donc, dans la partie d'analyse en fait, de la place de l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, on a réalisé plusieurs études, dont une étude statistique pour comprendre l'évolution de l'emploi de ces caractéristiques en milieu rural. Donc, cette étude est disponible en ligne et en termes de méthodologie, voilà, on s'est basé sur des données INSEE sur les établissements employeurs en milieu rural, ce qui représente environ 23 000 établissements de l'ESS. Donc, je vais vous présenter les grands chiffres clés, les principaux secteurs d'activité dans lesquels s'inscrit l'économie sociale et solidaire en milieu rural, et puis les évolutions un peu significatives et intéressantes à relever avant de creuser un petit peu sur quel type de projet ça correspond et à quelle dynamique. Donc, pour commencer sur les chiffres clés, trois grandes tendances qui sont assez intéressantes à relever dans ce qu'on a vu. Tout d'abord, le nombre d'emplois dans l'économie sociale et solidaire a augmenté depuis la crise de 2008. Donc, en enregistrant une hausse de près de 5% entre 2008 et 2015. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec les emplois dans le reste de l'économie, qui, eux, ont, sur la même période, baissé de 4,1%. Donc, on peut notamment attribuer à cette baisse de l'emploi à la chute du secteur industriel et un fort recul des services publics dans les territoires. Ça montre la résilience de l'économie sociale et solidaire. Deuxième chiffre intéressant, c'est plutôt sur la structuration de l'ESS dans les territoires ruraux en termes de type de structure. On voit que les associations représentent la première catégorie de structure de l'ESS et c'est la même chose, même tendance au niveau national. Mais la particularité dans les territoires ruraux, c'est que les coopératives sont plus importantes. Elles représentent 19% des établissements contre 12% sur l'ensemble de la France. Ça s'explique notamment parce qu'on retrouve ces coopératives dans des activités productives et qui comprennent notamment les coopératives agricoles, soit les coopératives de vente de produits ou encore des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA par exemple. Et également des coopératives dans les secteurs de l'industrie et de la construction. Et dernière tendance intéressante, c'est le fait que l'économie sociale et solidaire est plus rurale que le reste de l'économie. Donc, je parle bien en termes proportionnels. Hein. Proportionnellement, l'ESS occupe une place plus importante dans les territoires ruraux que dans celle des zones urbaines et périurbaines. On voit qu'elle représente presque 14% de l'emploi dans les zones rurales contre seulement 10% dans les zones urbaines. Donc, cette forte représentation, elle peut avoir des explications historiques, notamment par la prégnance du coopérativisme agricole, donc des coopératives agricoles, mais elle s'explique aussi dans la réponse aux besoins sociaux qu'apportent ces structures en termes dans les secteurs d'aide à domicile, de l'action sociale, avec les activités de sport et loisirs, les crèches associatives, etc. Donc justement, en termes, au niveau de la part de l'ESS dans les différents secteurs d'activité. C'est intéressant de regarder ces secteurs parce que ça donne à voir la façon dont se structure l'ESS par rapport aux besoins des territoires. Et on voit qu'elle est fortement représentée dans trois domaines. D'une part, l'action sociale, qui représente 50%, la moitié des emplois de l'ESS en milieu rural. Et donc, l'action sociale regroupe des sous-secteurs dans lesquels la présence de l'ESS est vraiment révélatrice en fait, des réponses qu'elle apporte aux besoins.
Par exemple, sur ces territoires ruraux qui sont fortement exposés à un isolement des personnes âgées, on voit que l'ESS est largement surreprésentée dans l'aide à domicile. Elle représente presque 85% des emplois dans ce secteur-là. De même, le sous-secteur le plus important, c'est celui de l'hébergement social et médico-social, dans lequel on retrouve tous les établissements pour les personnes âgées de type EHPAD. Également, dans l'action sociale, il y a un autre sous-secteur qui est important, c'est le deuxième, c'est l'aide à domicile. Donc, l'aide à domicile, c'est tout ce qui concerne les prestations de services de soins, de garde d'enfants, d'aide ménager, d'entretien ménager. Et donc, ce secteur se compose principalement des associations du réseau d'aide à domicile en milieu rural, les ADMR. Donc, il y a environ 3000 structures ADMR sur le territoire. Les deux autres secteurs voilà, qui sont importants, il y a les activités de sport et loisirs, même si au niveau national, en fait, c'est à peu près les mêmes, c'est à peu près l'équivalent aussi. Ça représente 55% des postes de l'ESS. Et les activités financières et d'assurance, donc c'est principalement lié à la présence des établissements bancaires coopératifs. Au-delà de cette part de l'ESS rural dans les secteurs d'activité, il y a 3 secteurs qui sont assez intéressants en termes d'évolution, avec des constats assez significatifs. Tout d'abord, il y a le secteur du commerce. Donc, en effet, l'ESS représente une part très infime du secteur du commerce en France. On voit seulement 1,9% de l'emploi dans ce secteur. Mais ce qui est important de relever, c'est qu'en milieu rural, cette part est 3 fois plus importante, avec 5,6%. Donc, bon, ça s'explique en partie par le poids des coopératives agricoles de vente en gros ou de commerce de détail, et dans lequel on retrouve par exemple des coopératives de consommateurs associées aux AMAP, ou encore par exemple des épiceries associatives. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des projets qui mettent en avant l'artisanat et les produits locaux. Donc, dans un contexte aujourd'hui où on réfléchit sur la relocalisation des activités, donc quels biens et services on peut relocaliser, sur un contexte où on pense au circuit court, à valoriser les savoir-faire locaux. Voilà, je trouve que c'est intéressant de regarder cette approche alternative de l'ESS sur l'alimentation et puis la production en général sur les territoires, pas uniquement alimentaire. Deuxième secteur, celui du soutien aux entreprises. Donc voilà, l'ESS représente 17% des emplois du secteur, soit 3 fois plus que sur l'ensemble de la France. Et parmi les activités, on retrouve notamment les CAE, les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont des entreprises qui permettent à des porteurs de projets d'avoir le statut d'entrepreneur salarié. Donc ça facilite et ça sécurise le lancement d'activités. Mais dans ce secteur, on retrouve aussi les CUMA dont je parlais tout à l'heure, les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Et là, on parle bien des CUMA employeuses, parce qu'il y en a certaines qui n'ont pas de salariés. Et puis, enfin, d'autres activités de mise à disposition de ressources humaines, comme certains groupements employeurs, qui peuvent être intéressantes, des solutions intéressantes vis-à-vis des problématiques de recrutement en milieu rural, puisqu'elles permettent de mutualiser des emplois, de mutualiser des services de recrutement et de faire face à des problématiques, par exemple des problématiques saisonnières. Et enfin, un dernier secteur intéressant en termes d'évolution, en tout cas assez conséquent, c'est celui des arts et spectacles. Voilà. Donc l'ESS représente 27%, plus de 27% des effectifs. C'est à peu près similaire à ce qu'on observe au niveau national. Et donc, ça comprend notamment toutes les associations du spectacle vivant en majorité, donc compagnie de théâtre, orchestre, etc. Mais avec une particularité en milieu rural, c'est qu'on observe un certain nombre de pratiques qui pallient en fait au manque d'équipements culturels en milieu rural, avec souvent une approche qui est plus itinérante et éphémère. Donc voilà, il y a un exemple, celui des concerts de poche, qui en fait est une association qui a été créée en 2002, qui a pour mission de partager la musique dite savante, donc savante entre guillemets, hein, donc musique classique, jazz, opéra, avec ceux qui n'y ont pas accès. Et donc pour cela, elle emmène des grands artistes et des jeunes talents dans les campagnes, mais aussi dans les quartiers défavorisés, dans les lieux de proximité, partout en France. Et elle s'appuie sur des équipements qui existent déjà, et notamment par exemple dans les campagnes, chaque village a une salle des fêtes. Donc voilà, elle s'appuie là-dessus.
Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce secteur-là, c'est qu'il y a une forte dimension culturelle dans beaucoup de projets, et notamment dans des lieux multi-activités, avec pas mal de structures qui ont une programmation culturelle, des bars bistrots avec concerts, ateliers, soirées débats, soirées jeux. Donc voilà, c'est à peu près sur les secteurs d'activité, les évolutions intéressantes. Bon, sur les effectifs par région, effectivement, il y a une concentration de l'emploi, on voit en Bretagne, Occitanie, aussi en Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de la Loire. Donc voilà, il y a certains facteurs historiques qui expliquent cela. Mais je vous invite à aller voir l'étude et creuser un petit peu si ça vous intéresse, parce qu'il y a aussi beaucoup de données sur les caractéristiques de l'emploi qu'on ne va pas forcément détailler maintenant, mais sur quelles sont les principales catégories socio-professionnelles de l'ESS rural, les principaux métiers, les conditions d'emploi, sur l'âge des salariés, répartition hommes-femmes, etc. Donc voilà, peut-être aller creuser ces questions-là si ça vous intéresse. Là, on a vu tout ce qui concernait l'évolution entre 2008 et 2015 de l'économie sociale et solidaire en termes de volume d'emploi et de part dans les secteurs d'activité. Ces chiffres montrent qu'il y a quand même une montée en force de l'ESS sur des sujets intéressants et des filières intéressantes. Et voilà, on va faire quelques zooms sur ces filières-là, avec des exemples concrets pour illustrer tout ça. Donc, notamment sur l'alimentation durable et les circuits courts, on en a déjà parlé, mais que ce soit au niveau de la production ou de la consommation, il y a un certain nombre de solutions qui sont mises en place par les acteurs de l'ESS sur le développement de l'agriculture paysanne bio, sur le développement de coopération, le développement de l'emploi local. Et donc là, la photo que vous voyez affichée sur la présentation, par exemple, c'est une activité, c'est une conserverie solidaire, ça s'appelle J'aime beaucoup. Qui est une conserverie en Savoie qui en fait valorise les fruits et légumes invendus en conserve, et puis elle emploie des personnes en situation de fragilité. Donc voilà, on voit qu'il y a des solutions de l'ESS sur des activités de transformation, mais il y a aussi tout un tas d'autres secteurs d'activité, notamment les distributions en circuit court, avec des plateformes de distribution de produits agricoles ou encore beaucoup d'épiceries associatives. On la retrouve dans des secteurs, donc dans la distribution, mais aussi dans la production agricole directement. On l'a déjà vu. Et puis des activités, voilà, c'est des activités qui sont souvent support d'insertion par l'activité économique justement. En termes de dynamique aussi sur les commerces de proximité, on observe voilà, une montée de projets qui se mobilisent pour ouvrir des lieux, proposer des services qui sont adaptés aux besoins des habitants, que ce soit en matière d'approvisionnement, en matière de cohésion et de lien social, de culture, voilà. Donc, un certain nombre de commerces pluriactivités qui sont lieux de lien social et qui proposent, on l'a dit tout à l'heure, aussi, par exemple, une programmation culturelle. Par exemple, il y a Village Vivant, qui est une SIC et une foncière solidaire qui travaille sur ces sujets-là, sur la revitalisation des territoires en rachetant et rénovant des locaux pour y installer des activités innovantes qui ont du sens localement. Et puis, en période de crise sanitaire, Covid, voilà, il y a un constat qui remonte aussi, c'est celui de l'atout de cette pluriactivité des projets d'ESS. Par exemple, quand on a des bistrots, cafés, / épiceries, voilà, si la partie café est fermée, bon, ben, la partie épicerie peut rester ouverte. Avec souvent déjà mise en place des logiques d'approvisionnement local, de participation des citoyens, et voilà. Et puis, un autre secteur intéressant, c'est la mobilité, voilà, parce qu'en milieu rural, quand on parle milieu rural, on pense à ce sujet-là, et à toutes les problématiques qui découlent en fait d'un manque de mobilité, souvent d'un manque de mobilité. Donc, que ce soit l'isolement des personnes, des populations âgées ou non véhiculées, que ce soit la dépendance à l'automobilisme, par exemple. Et donc, les acteurs de l'ESS développent un certain nombre de solutions de mobilité, qu'on peut appeler mobilité inclusive, mobilité durable, mobilité douce. Que ce soit sur l'accès à la mobilité et l'insertion, avec des garages solitaires, par exemple, sur le développement de mobilité alternative, et puis également sur la proposition de services ambulants, qui en fait prennent le problème de la mobilité à l'envers, en se disant que voilà, si les gens ne se déplacent pas pour avoir accès aux services, ce sont les services qui vont venir à eux. Avec, j'ai mis l'exemple d'un marché bus, mais il y a un certain nombre de projets itinérants voilà,
qui se mettent en œuvre grâce à des acteurs de l'ESS. Et puis, bien d'autres thématiques et filières encore sur l'entrepreneuriat territoire. Donc, c'est assez transversal aussi, mais voilà, c'est des activités de l'ESS qui, par leur ancrage local, valorisent les ressources locales et donc le développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat, souvent adossés à également à des activités d'insertion par l'activité économique ou d'entrepreneuriat collectif. On en parlera peut-être plus après. Toutes les dynamiques autour des tiers-lieux et des lieux multi-activités. Donc ça, voilà, ce sont des lieux qui ont autant de formes, de formats d'animation, de services proposés de parties prenantes que de territoires sur lesquels ils sont installés. Hein. Donc voilà, et c'est des projets de lieux qui sont propices au développement de projets collectifs ancrés sur le territoire et qui favorisent l'attractivité. Puis après, sur l'économie circulaire, c'est toutes les dynamiques sur la meilleure utilisation des ressources avec tout ce qui concerne le zéro déchet, le soin de réduire l'impact environnemental des activités. Donc là, en milieu rural, mais aussi en zone urbaine, hein, on retrouve toutes les ressourceries, les projets d'éco-construction ou de réemploi. Et enfin, en termes de transition énergétique aussi, voilà, il y a de plus en plus de projets qui sont locaux, des projets locaux et citoyens qui développent des solutions de production et de distribution d'énergie sur des énergies renouvelables, qu'elles soient solaires, éoliennes, sur la méthanisation par exemple, et dont les formes de gouvernance de l'ESS sont adaptées, ou en tout cas répondent bien aux besoins pour ces productions et ces enjeux. Par exemple, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc les SIC, permettent d'impliquer à la fois les collectivités, les citoyens, le tissu associatif économique local dans ces productions énergétiques locales. Donc voilà, c'était un peu un large tour d'horizon de la multitude des projets qu'on peut observer, de leurs formes, des réponses qu'elles apportent. Et donc, sur les territoires, il y a les acteurs publics et notamment les collectivités locales jouent un rôle majeur dans le soutien de ces initiatives, que ce soit pour leur création ou pour leur pérennisation. Et de même, de plus en plus, voilà, ces structures de l'ESS, ces associations coopératives, affirment leur rôle dans le développement économique local et sont de plus en plus reconnus comme des acteurs à part entière des acteurs économiques à part entière qui fournissent des biens et services de qualité, en plus de porter une attention particulière sur leur impact social et voire environnemental. Donc voilà, désormais je vais laisser la parole à Anne-Laure du RTS et Emmanuelle Rousset qui est vice-présidente au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine pour nous partager le point de vue des collectivités à ce sujet. Oui, merci. Merci Floriane. Alors effectivement, donc Anne-Laure Fédérici du RTES sur cette partie, j'interviendrai avec Emmanuelle Rousset, qui est donc vice-présidente du département d'Ille-et-Vilaine et également vice-présidente du RTES. Donc on a souhaité, comme Floriane indiquait, dans le cadre du projet Tresson, au-delà de l'approche un peu statistique et du travail sur quelques filières, la mise en évidence de quelques filières, essayer de comprendre la place de l'ESS dans le développement des territoires et donc en réalisant 4 monographies de territoires. Alors on a volontairement choisi des territoires de nature diverse et de dynamiques diverses. On a au sein du comité décidé de travailler sur 4 territoires, donc à une échelle plutôt intercommunale ou pays, donc le Périgord vert en Nouvelle-Aquitaine, Terre de Lorraine en Meurthe-et-Moselle, la communauté de communes du Val d'Ille-d'Aubigné dans le département d'Ille-et-Vilaine, et puis un territoire plutôt en montagne, le parc naturel régional du Vercors. Donc, au travers de cette 4 monographies, il s'agissait dans le cadre du projet Tresson, à la fois donc de comprendre comment les acteurs de l'ESS s'inscrivent dans les dynamiques de développement territorial et comment ils contribuent à ce développement des territoires. Et puis, il s'agissait aussi pour nous de pouvoir identifier les facteurs clés de développement de l'ESS dans les territoires et notamment le rôle possible des collectivités locales. Donc, le travail qui a été mené avec des monographies qui ont été publiées en début d'année dernière a mis en évidence plusieurs leviers importants pour le développement de l'ESS dans les territoires. Donc, il y a alors, dans des territoires différents. Donc, dans le parc du Vercors, par exemple, un des facteurs clés
du développement, c'est vraiment la mobilisation des habitants, des gens citoyennes et l'émergence de nombreuses initiatives locales. Donc, expliqué aussi par la proximité avec l'agglomération de Grenoble, des personnes qui s'installent sur le territoire et qui développent des projets. Dans d'autres territoires, par exemple Val-d'Île-d'Aubigné et Terre de Lorraine, un des facteurs importants de développement de l'ESS, c'est le rôle joué par la collectivité locale. La communauté de communes Val-d'Île-d'Aubigné et le pays en Terre de Lorraine, en lien, en articulation étroite avec le département. Et on aura donc l'occasion de revenir avec Emmanuel Rousset sur le rôle possible des départements dans le soutien aux intercommunalités de leur territoire. Parmi les facteurs clés de développement, il y a bien sûr aussi la présence d'un écosystème d'accompagnement et d'un maillage des acteurs du territoire. Et puis, l'inscription des acteurs de l'ESS en tant que tel, dans les outils de contractualisation des territoires. Donc ça, c'est les quelques clés qu'on a vues au travers de ces 4 monographies. Et puis donc, de façon un peu plus générale, on a aussi travaillé sur l'identification des leviers dont disposent en particulier les collectivités locales pour favoriser le développement sur leur territoire. Donc, parmi ces leviers, il y a leur connaissance et aussi le fait qu'elles puissent contribuer à faire connaître auprès des porteurs de projets les acteurs de l'accompagnement et du financement qui existent. Donc, on verra plus précisément avec Floriane tout à l'heure. Il y a un levier extrêmement important, c'est le rôle possible des collectivités en matière d'accès au foncier, puisque la recherche de locaux d'activité, la recherche de terres agricoles, sont vraiment des caractéristiques communes à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les collectivités locales, au travers à la fois de leur patrimoine existant, au travers de leur implication dans des structures comme les SAFER, au travers de leur droit de préemption, de leur rôle en matière d'aménagement du territoire, ont vraiment un rôle très important sur l'accès au foncier et sur l'intégration, la prise en compte des acteurs de l'ESS dans les politiques d'accès au foncier. Voilà. Autre levier important, c'est la question de la coopération. Comment est-ce que la collectivité locale peut favoriser, être un peu animatrice sur son territoire de la coopération entre les acteurs, et donc en travaillant au travers notamment par exemple de dynamiques de co-construction entre la collectivité et les acteurs pour construire ensemble des réponses au territoire, et donc en travaillant aussi sur la façon dont la collectivité peut contractualiser, financer les structures de son territoire, avec donc les risques que pose aujourd'hui, par exemple, la commande publique, le recours excessif au marché public, qui ont tendance à mettre en concurrence les acteurs du territoire, alors que la coopération, en particulier en territoires ruraux, est un facteur de développement important. Donc c'est un élément qui a été particulièrement travaillé par l'Institut des territoires coopératifs, et je vous invite à regarder le travail qu'a mené l'Institut des territoires coopératifs, qui est également un projet lauréat de cet appel à projet dans lequel Tresson et MCDR. Donc la question de la coopération, un point important, l'accès au foncier, la connaissance, et puis le fait que les collectivités puissent s'inscrire à l'économie sociale et solidaire dans les différents outils de contractualisation du territoire. Donc ça peut être aussi bien sûr les programmes leaders, et puis ou les programmes opérationnels régionaux, par exemple sur les fonds européens. Ça peut aussi être dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. Donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de contractualisation dans lequel il est important que l'économie sociale et solidaire y figure en tant que telle. Donc voilà rapidement sur quelques leviers qui ont été identifiés. Je propose de passer la parole à Emmanuel Rousset, peut-être autour de deux questions. Alors la première, c'est un peu en tant qu'élu, quel est un peu ton regard sur ce qui a été présenté jusqu'ici, et notamment sur les éléments qui sont mettre en avant pour convaincre les élus de la pertinence de l'ESS
pour le développement des territoires. Et puis, la deuxième question, c'est sur le rôle possible d'un département, puisque donc les départements sont des collectivités, des solidarités humaines et territoriales. Comment est-ce qu'un département peut agir? Et avec quelques exemples du département du Pas-de-Calais. Guy-les-Vilaine, bonjour. N'importe quoi, du Pas-de-Calais. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on a vu, c'est aussi d'avoir des chiffres, de se dire que l'ESS est présent et une force importante socio-économique sur nos territoires. Et ça, c'est pas anodin, puisque quand on dit oui, il y a quelques associations, en Ille-et-Vilaine, c'est 47 000 emplois salariés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement sur les territoires ruraux. Donc, c'est pas anodin pour un élu local ou pour de savoir que une part importante des emplois de son territoire sont liés à l'ESS. On voit aussi que c'est du multi-parties prenantes. Alors, ça peut faire peur au local, des fois, surtout pour des élus, de se dire, oh là là, il va falloir bosser avec des gens très différents. Et on a vu que tous les projets qui ont pu être présentés ou dans les monographies, ce qui fait la richesse, c'est cette diversité des parties prenantes. Ça assure la stabilité. C'est aussi la richesse des modèles économiques. Ça a été dit. C'est le fait de croiser du rural et de l'agricole et cette solidarité aussi qui peut y avoir. Donc, on voit bien que à l'échelle d'un territoire, l'ESS est une réponse durable à des enjeux qui se posent au quotidien, parce que même si c'est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, pour autant, ça permet de vérifier que tous les enjeux ont été bien posés. Et voilà, donc c'est vrai que ce qu'on voit, c'est comment rendre plus simple la complexité. Ça passe par des visites, par des échanges entre pairs, ça passe par de la co-construction, ça passe par du soutien en ingénierie, et c'est le choix que le département d'Ille-et-Vilaine a fait dans sa politique ESS, particulièrement en faveur du milieu rural. C'est que la loi NOTRe nous a enlevé la compétence économique, donc on a retravaillé notre politique ESS pour en faire un outil de développement local. Ça passe aussi par de la transversalité. C'est pas nous sur la ligne ESS qui faisons tout. On a été polliniser nos copains et nos collègues sur les politiques sectorielles. Une politique innovante d'installation agricole, par exemple, en faisant des couveuses, ça passe par la ligne agricole. L'habitat coopératif ou intergénérationnel ou participatif, ça passe par la ligne habitat. Le tourisme social, ça passe par la politique tourisme, etc. Ce qui permet aussi de démultiplier et de sensibiliser des collègues qui n'étaient pas forcément très militants de l'ESS au début aux enjeux sectoriels et territoriaux. En Ille-et-Vilaine, on a fait le choix de financer aussi l'ingénierie en soutenant TAG 35, qui est entre autres sur le volet fabrique à initiative, pour que les territoires ruraux puissent faire appel plus simplement à de l'ingénierie, puissent être accompagnés dans leurs projets, puisque un projet de SS, c'est souvent un petit peu plus long qu'un projet classique, mais c'est aussi ce qui en fait sa garantie, donc il faut un peu de temps. Et puis, ça passe par différentes formes, par de la contractualisation avec les territoires dans nos contrats de territoire. Ça passe par un appel à projet innovant que l'on a, qui permet de donner du temps rémunéré à des porteurs de projets sur les territoires, et par un certain nombre d'actions vis-à-vis du dernier commerce, vis-à-vis des tiers-lieux, vis-à-vis de la mobilité en milieu rural, par la mobilisation de notre comité consultatif en ESS, qui permet là aussi d'avoir des outils de réponse, d'organiser des visites, des auditions, d'être sur la question de la preuve, en fait, que des collègues élus locaux puissent montrer à d'autres collègues élus locaux que chez eux, une association, une coopérative, une mutuelle a apporté des réponses par l'économie sociale et solidaire à des besoins qu'ils avaient. C'est souvent comme ça que c'est le plus efficace. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu constater, tout en accompagnant évidemment les porteurs de projets. Donc, c'est l'exemple juste de ce qu'on peut faire. On a la chance d'être dans un département qui va bien, qui a quand même une solidarité territoriale qui permet d'avoir des moyens, qui a été
très épargnés par la crise sanitaire, même si le confinement a touché tout le monde, mais ça nous permet de nous projeter aussi dans ce que ça pourrait être demain, à partir de 2021. Et ce que moi, je trouve vraiment intéressant, c'est quand c'est le président du département qui dit, bah oui, le SS, évidemment, c'est une réponse, et c'est même peut-être un bon bout de réponse à nos problématiques aussi demain de transition écologique, économique et sociale. Merci. Peut-être juste, il y a deux questions, Emmanuel. La première question, enfin, qui est plutôt une proposition, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas que les élus soient formés au niveau national, notamment à la complexité de travailler avec plusieurs acteurs? Et une deuxième question beaucoup plus spécifique, c'était un peu le budget pour les actions ESS du département Ille-et-Vilaine. Alors sur la formation des élus, c'est compliqué de le faire au niveau national parce que un élu local, c'est pas pareil s'il est adjoint d'une commune de 700 habitants ou député. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la sensibilisation à l'ESS partout. Ça passe. Nous, on a la chance d'avoir des réseaux intéressants, l'ARIC, Bruded, qui sont des réseaux d'élus et qui font de la formation d'élus à la question des projets complexes, entre autres, et des projets ESS aussi. Sur le budget ESS du département d'Ille-et-Vilaine, alors c'est pour ça qu'on a été voir les autres collègues. Nous, notre budget, il est de moins de 400 000 € par an, spécifique sur l'ESS, pour le financement à la fois des Cigales, de Bretagne Active, de TAG 35 et des projets, et puis un certain nombre d'autres actions. Mais par contre, il y a finalement de l'ESS financé sur la ligne agricole, sur l'habitat, sur l'insertion, sur la culture, et c'est vrai que c'est pas réservé entre guillemets ESS, mais on a pu montrer à nos collègues que l'ESS étant une réponse. Ok, merci Floriane, je te passe la parole. Alors, voilà, en travaillant avec les acteurs, les différents acteurs sur les territoires, on a identifié un certain nombre de leviers d'action complémentaires, on va dire, et des perspectives pour renforcer le développement de l'ESS en milieu rural. D'une part, faciliter les coopérations, ça peut, et les formes de coopération que peuvent être les coopératives, les CAE, donc les coopératives d'activité et d'emploi, les cycles, les groupements employeurs, les réseaux d'acteurs. Ça peut être un levier en soi pour soutenir des dynamiques qui ont un impact sur le territoire, qui sont multisectorielles et qui permettent de décloisonner l'ESS, comme on en a parlé aussi. Donc voilà, sur des territoires où, par exemple, les entrepreneurs peuvent être fortement isolés ou avoir des difficultés de recrutement, sur des territoires où il y a une faible densité d'acteurs économiques et sociaux, voilà, c'est des formes de réponses adaptées qui sont soit portées directement par les acteurs de l'ESS, comme les CAE et les SIC, ou alors qui sont plutôt favorables aux acteurs de l'ESS parce que sur des valeurs similaires en termes de réseau d'acteurs, par exemple, et donc voilà, qui correspondent aux besoins des structures sur les territoires. Un autre levier, pardon, ça peut être notamment la mobilisation des habitants. Donc voilà, on voit qu'il y a de nombreuses initiatives de l'ESS qui sont issues directement de la société civile, quand on parle de cafés associatifs, de comités villageois. Et puis il y a même un certain nombre d'entre elles qui travaillent justement sur ce renforcement de la participation citoyenne au niveau politique, au niveau du développement économique, au niveau des stratégies de territoire. Donc l'intérêt pour les territoires, c'est de faciliter l'émergence de projets qui ont du sens pour les habitants, pour leurs besoins, puisque c'est eux qui les co-construisent, d'encourager la création de liens sociaux, de cohésion, de favoriser une démocratie locale, de travailler sur la question des biens communs, et puis de fait de travailler et de renforcer l'attractivité du territoire. Ces leviers, enfin, comment dire, pour mettre en place cette mobilisation des habitants, il y a pas mal d'actions possibles. Il y a le fait de favoriser la participation aux politiques locales. Donc, il y a des communes qui sont connues pour avoir des listes citoyennes, ou en tout cas des organes de gouvernance partagés, comme les communes de Saillant, Los Sangoël dans le Nord, voilà, qui sont assez médiatisées pour justement ce qu'elles ont mis en place sur la démocratie locale. Et qui mettent en place des conférences de citoyens, des ateliers, des consultations, voilà, qui impliquent vraiment les habitants dans la vie locale. Une autre action, c'est peut-être celle de travailler sur les lieux et les événements fédérateurs. On parlait des tiers-lieux, mais voilà, d'avoir des lieux qui soient ouverts aux habitants
et des événements aussi qui permettent de rassembler et de confronter les idées et les envies et les besoins. Et puis enfin, peut-être quelque chose qui est intéressant à relever, c'est l'axe des politiques jeunesse. Donc, comment on favorise l'engagement des jeunes dans les territoires ruraux et dans la vie locale. Donc, parce que quand on parle de désertification des territoires, c'est souvent lié aussi à comment dire, à une démographie assez vieillissante. Donc, comment faire il y a un certain nombre d'acteurs et de projets qui sont intéressants là-dessus. Il y a le mouvement rural, par exemple, le mouvement rural de jeunesse chrétienne, donc le MRJC, qui a développé un concept qui est celui des fabriques du monde rural. Et donc, ce sont des lieux qui sont animés et gérés par des jeunes eux-mêmes pour monter des projets collectifs et locaux. Donc voilà, on pourra vous mettre les liens vers ce type de projet. En complément de cette mobilisation des habitants, donc le fait de mobiliser en premier lieu les locaux pour redynamiser les territoires, pour lutter contre voilà, pour créer des nouvelles activités économiques et sociales. Il y a aussi l'idée de pouvoir attirer des nouveaux porteurs de projets en renforçant l'attractivité et les politiques d'accueil. Donc, comment est-ce qu'on encourage les porteurs de projets d'ESS, parce que c'est des projets qui ont une chance, à s'installer sur son territoire? Pas mal de choses qui sont déjà mises en place dans les territoires sur cela pour renforcer l'attractivité, renforcer une économie de proximité, donner aux nouveaux arrivants l'envie de s'engager dans la vie locale. Donc, voilà, les leviers, ça peut être de communiquer sur le territoire, de donner plus de visibilité aux initiatives qui sont locales, qui existent déjà. Donc, parfois, il y a des journaux locaux qui sont mis en place dans certaines communes. Ça peut être de faciliter l'accès au foncier. On a déjà parlé. Et puis, il y a éventuellement d'autres pistes qui peuvent être explorées et qui nécessiterait de s'appuyer sur les acteurs qui accompagnent des projets innovants ou des projets d'innovation sociale. Donc, par exemple, il y a un certain nombre d'incubateurs de projets qui sont en ville, qui sont basés dans des zones urbaines et qui ont des lauréats qui sont voilà, urbains également, mais qui pourraient, parmi ces lauréats, avoir envie de s'installer en milieu rural ou avoir des problématiques similaires. Si par exemple, parfois il y a une similitude entre certaines problématiques en QPV et certaines problématiques dans des territoires ruraux, et qui pourraient, donc des projets qui pourraient intéresser des collectivités. Et voilà, donc peut-être l'idée de créer des liens entre ces structures d'accompagnement urbaines et des collectivités rurales. Ou encore l'idée de pouvoir concevoir des programmes d'appui à l'installation à l'aide de ces incubateurs et structures d'accompagnement. Et puis, enfin, peut-être une autre, j'ai oublié de passer, peut-être une autre proposition, celle de voilà, peut-être coopérer avec d'autres niveaux de territoire ou d'autres territoires dans lesquels il y a peut-être des idées et des projets pertinents vis-à-vis de ses propres besoins. Et donc, ça pose la question de la veille, des échanges de pratiques, et puis ensuite la question de l'implantation de ces projets qui ont du sens parce qu'ils existent ailleurs et que voilà, comment on fait pour les intégrer à un territoire. Et donc là, ça va poser tout de suite la question de l'ingénierie d'accompagnement. Donc c'est un autre levier important, que ce soit l'ingénierie d'accompagnement sur la création d'activités ou sur leur consolidation ou sur leur essaimage. Et au regard donc des besoins qui sont montés et de nos métiers respectifs Avis et RTS, on a choisi de consacrer tout un volet du projet Tresson sur cet axe-là de comment renforcer l'ingénierie d'accompagnement dans les territoires ruraux. Et donc Bérangère va pouvoir nous partager un peu plus de détails sur ce sujet-là. Tout à fait. Alors, en termes de besoins, effectivement, les besoins sont assez variés, surtout qu'on parle d'ingénierie d'accompagnement des projets, comme Floriane l'a dit, à tout stade. On a initié un premier travail et travaillé avec un certain nombre d'acteurs de l'accompagnement dans un premier temps et puis du développement rural ensuite, et également d'accompagnement à l'entrepreneuriat plus largement et pas spécifiquement sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a commencé à dresser un panorama des besoins, des enjeux, qui a pu être aussi consolidé avec une consultation nationale qui avait été effectuée au début du projet Tresson.
Alors, ce qu'on a noté pour introduire cette question de l'ingénierie d'accompagnement, qui est complexe bien sûr et dont on pourrait parler sur un webinaire d'1 heure entièrement, c'est juste donc déjà en termes de profil et de besoins des porteurs de projets d'économie sociale et solidaire, on a des profils variés aux besoins spécifiques. C'est le cas sur l'ensemble du territoire, mais en milieu rural, avec une densité de population et donc une densité de porteurs de projets plus faible par territoire, une impossibilité de créer des programmes peut-être avec une certaine proportion, donc des programmes industrialisables entre guillemets, et donc un enjeu à répondre aux besoins spécifiques de l'ensemble de ces profils. Ces profils, ça peut être donc des entrepreneurs néo-ruraux qui recherchent du sens et qui ont envie de s'installer à la campagne, comme on peut dire, pour pouvoir développer des activités utiles socialement sur ce territoire ou des activités contribuant à une transition écologique et solidaire, des entrepreneurs, des porteurs de projets individuels localement, hein, que ce soit des jeunes, et donc le profil jeune remonte de plus en plus d'après le réseau des familles rurales notamment, que ce soit des jeunes qui ont été formés à l'entrepreneuriat lors de leurs études supérieures, mais également des jeunes qui auraient été éloignés des structures d'éducation, de formation et qui auraient envie également de lancer leur activité. Des femmes de conjoints venus s'installer, c'est beaucoup des femmes, d'après les témoignages qui ont pu nous être remontés et qui souhaiteraient également s'engager sur des activités porteuses de sens. Et puis, bien sûr, des collectifs citoyens qui connaissent très bien leur territoire, fortement ancrés, et qui, à travers l'animation d'une vie citoyenne et d'un engagement citoyen, en viennent à la formalisation d'activités économiques à un certain moment. Et puis enfin, bien sûr, des projets qui sont portés par les structures ancrées localement, des structures associatives, mais également des réseaux d'acteurs du territoire, des réseaux de TPE, des réseaux d'artisans, etc. Sur les champs d'activité qu'on retrouve, donc on retrouve principalement des projets donc, sur toutes les thématiques de lien social, les nouveaux modes de consommation, la transition écologique, le réemploi notamment, la pluriactivité et la création de lieux. Donc ça, c'est les secteurs principaux. Bien sûr, tout ce qui a pu être remonté et présenté précédemment est forcément intégré, l'économie sociale et solidaire répondant et couvrant l'ensemble des secteurs d'activité. Ce qui a pu être remonté également, c'est une carence extrêmement forte plutôt au niveau des premiers pas. La consolidation étant en partie couverte notamment par le dispositif local d'accompagnement qui est animé et opéré au niveau national, notamment par l'AVIS, qui est un dispositif public qui accompagne 6000 structures de l'économie sociale et solidaire par an dans leurs enjeux de consolidation et donc qui permet une vaste couverture territoriale avec près de 120 opérateurs locaux. Par contre, sur les premiers pas, très peu de dispositifs existent et notamment avec des objectifs de création d'activités qui peuvent être parfois assez forts pour les acteurs de l'accompagnement et les premiers pas étant encore très incertains quant à la création de l'activité, ce sont des accompagnements et des programmes qui sont assez peu financés. Et donc, la première orientation, aider les porteurs de projets à définir leurs besoins et à identifier un accompagnement qui leur correspond, c'est quelque chose qui fait énormément de défaut. Et donc, les besoins des porteurs de projets, pour le dernier point, se situent avant tout pour les territoires ruraux sur la mise en réseau et l'intégration à l'écosystème local. La mise en réseau, que ce soit avec des financeurs et notamment des financeurs à d'autres échelons territoriaux, des financeurs départementaux, régionaux, mais aussi nationaux, qui connaissent bien mieux les projets qui sont fortement déjà remontés par l'ensemble des réseaux de l'économie sociale et solidaire. Et on a beaucoup de projets dans les territoires ruraux à l'ancrage extrêmement local, mais l'impact conséquent en termes d'utilité sociale qui passent sous les radars. Et donc la mise en réseau de ces projets avec des écosystèmes de financement demeure essentielle. Et également de la mise en réseau avec d'autres entrepreneurs, notamment pour pouvoir construire aussi un plaidoyer, entre guillemets, en faveur de l'économie sociale et solidaire et de sa pertinence pour les territoires, pour mieux faire comprendre ce que c'est, mais également partager ses valeurs, ses idées, ses réseaux, etc. etc. Sur les enjeux qui sont liés au regard de ces profils et de ces besoins, plusieurs enjeux, un accompagnement en proximité pour permettre justement d'accompagner les porteurs de projets sur l'ancrage local, sur la compréhension des besoins du territoire, etc. Le fait de travailler une continuité, une complémentarité de l'accompagnement, notamment, on le voit très clairement sur les activités, les
projets d'économie sociale et solidaire qui s'avèrent d'ailleurs plus résilients au regard de la crise actuelle quand il concerne de la pluriactivité, puisque certaines activités clés prennent le relais sur d'autres qui sont plutôt à l'arrêt en ce moment. Pour autant, on a des besoins vraiment de croiser des expertises sur ces pluriactivités. On a de plus en plus de projets qui vont avoir une dimension agricole, une dimension commerciale, une dimension d'accompagnement au montage de projets, etc., etc. Et donc, on voit bien que la convergence des expertises, que ce soit sur des questions agricoles, sur des questions de gouvernance, de statut, d'animation du bénévolat, de modèles économiques hybrides, etc., fait complètement sens. Et donc, on a un intérêt à croiser les accompagnements sur les territoires, à mieux faire coopérer tous les acteurs qui pourraient venir appuyer ces projets. Et donc, que ce soit les consulaires, les acteurs du développement local, les acteurs du développement et du développement rural, les acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, et puis tous les acteurs spécialistes et experts des modèles d'économie sociale et solidaire et des innovations sociales. Et puis, cette continuité, elle doit également se penser. Et donc, comment est-ce que également les collectivités jouent leur rôle en termes de prescription, aussi d'orientation et d'appui dans le cadre de tous ces parcours d'accompagnement, et puis comment on met les acteurs autour de la table pour penser leur complémentarité, mieux se connaître et puis pouvoir s'orienter les porteurs de projets en fonction. Également pour juste quelques autres leviers et puis ensuite je vais en terminer là. Donc on a également des pistes sur le développement des approches intégrées. Effectivement, dans les territoires ruraux, on peut voir des porteurs de projets qui vont être confrontés à des multiples problématiques, celles qui sont liées à la création d'activités, qui est un parcours du combattant et qu'on connaît tous, mais également parfois des problématiques de mobilité, des problématiques de garde d'enfants. Et donc, ces problématiques qui s'accumulent dans les territoires ruraux nécessitent d'être travaillées de manière complémentaire si on veut accompagner la création d'activités et de projets d'économie sociale et solidaire. Et donc, des approches intégrées, notamment avec les tiers-lieux qui se sont développés et qui peuvent justement comprendre des espaces de coworking, des espaces de garde d'enfants, des espaces d'orientation et d'appui sur un certain nombre d'aides, de formations, etc., sont intéressants parce qu'on voit qu'elles permettent justement de développer des parcours cohérents et qui permettent aussi de défendre une vision inclusive de l'entrepreneuriat au-delà de son utilité sociale quand il s'agit d'économie sociale et solidaire. Et puis enfin, l'accompagnement des territoires sans porteurs de projet. Emmanuel Rousset a parlé du dispositif Fabrica Initiative, c'en est un exemple. On a bien sûr de nombreux territoires ruraux qui disposent à la fois de richesses, de ressources, de lieux à valoriser, de patrimoine, de savoir-faire locaux, etc. Et qui n'ont pas forcément des porteurs de projets qui correspondent pour autant aux besoins prioritaires du territoire, les besoins sociétaux, bien sûr. Or, certains dispositifs comme la Fabrica Initiative travaillent sur justement l'accompagnement de ces territoires pour soit faire le lien avec des porteurs de projets qui, quelques territoires plus loin, seraient en grande recherche justement d'un territoire d'implantation, et donc il suffirait de savoir que juste à côté, le territoire est approprié et prêt à l'accueillir, ou alors pour collectivement travailler la création de projets d'utilité sociale et d'économie sociale et solidaire en rassemblant les expertises locales, les savoir-faire et les associations également. Donc voilà pour les enjeux. Et donc pour y répondre très très brièvement, dans le cas du projet Tresson, a été impulsé un collectif, le collectif Créa Rural, accompagner l'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, qui est un collectif qui comprend 117 organisations, des organisations qui ont pour cœur métier la question de l'accompagnement à la création de projets d'économie sociale et solidaire et à la création et à la consolidation de ces projets. Et donc, on y retrouve des acteurs de l'accompagnement spécialisés sur l'ESS, des acteurs thématiques, des acteurs du développement rural et de l'entrepreneuriat rural, et également les réseaux de l'économie sociale et solidaire qui voudraient s'intéresser à ces questions. Et donc, 5 objectifs ont été définis autour de ce collectif pour initier la coopération. Le recensement et la valorisation des dispositifs et des programmes dédiés à l'accompagnement des projets d'économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, le partage de bonnes pratiques en matière d'outils et de formats, la formulation de recommandations pour améliorer l'ingénierie d'accompagnement, la production de ressources et d'outils et la mise en place d'actions de coopération pour justement renforcer cette ingénierie. Première action, en plus d'un webinaire d'animation, d'un cycle de webinaires qui a été mis en place, c'est de recenser justement et d'effectuer un panorama de tous les programmes qui seraient vraiment spécifiques et dédiés à l'accompagnement des projets dans les territoires ruraux, ce qui permettrait justement de recenser un certain nombre d'études de cas et de portraits et de bonnes pratiques.
Donc, effectivement, pour aller plus loin, creuser les sujets, on vous propose un certain nombre de choses. Tout d'abord, on a une newsletter mensuelle, une newsletter Tresson qui est dédiée à l'ESS dans les territoires ruraux. Que ce soit sur le portail Avis ou sur le site du RTES, on a toutes les études mentionnées et toutes les ressources mentionnées qui sont téléchargeables gratuitement. Et puis prochainement, un certain nombre d'outils aussi qui vont sortir. Donc tout à l'heure, on parlait par exemple on énumérait un certain nombre de projets. Donc on a un panorama qui va bientôt sortir d'une centaine de projets ESS en milieu rural dans différents secteurs sur l'alimentation, mobilité, etc. Et auquel va s'adosser un cycle de webinaires justement avec cette entrée thématique. Donc le premier webinaire sera sur l'alimentation durable et les circuits courts fin mai, autour du 25 mai. Et puis un événement qui était initialement prévu le 3 juin et qui, au vu de la situation, a été reporté le 29 septembre, donc le Forum des ruralités engagées, qui sera un forum dans la Drôme, organisé en partenariat avec donc, le RTES et Village Vivant, et qui sera un moment fédérateur où on traitera justement de la question de l'innovation sociale et de ce type de projets d'ESS sur les territoires ruraux et sur les réponses qu'ils apportent. Merci beaucoup d'avoir participé et bon courage à tous. Merci beaucoup.